Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette salle du théâtre Pierre Lamy, dans ce théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de nous accueillir, et devant un public aussi nombreux que d'habitude, c'est-à-dire devant une salle pleine. Je vous donne, selon la tradition, quelques nouvelles de notre petite entreprise. Alors, je suis pris dans une espèce de dilemme, parce que au bout d'un moment, ça devient un peu gênant de dire à chaque fois aux gens, bon, écoutez, allez sur le site et puis donnez-nous de l'argent. Abonnez-vous. Mais en même temps, si vous vous abonnez pas, il est clair que bientôt, nous n'aurons plus le plaisir de nous retrouver ni ici ni ailleurs. Et puis en même temps, je dire, allez sur le site, ce sera très simple. Oui, mais aller sur le site, ça ne suffit pas. De l'argent, Et en plus, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je suis content que vous ayez repris. Tiens, j'ai encore oublié de m'abonner. » Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et ce faisant, évidemment, assurer la pérennité de cette émission. Puis alors, par ailleurs, quand on avait lancé le financement participatif, qui avait été fort suivi, il y avait dans les engagements de contribution le fait de dire le nom à l'antenne des gens qui nous avaient soutenus. Mais vous étiez 1528. Alors, évidemment, je me suis toujours demandé comment je pouvais faire. En fait, je vais les publier sur le site. Il y aura le nom, sauf ceux qui ont demandé, qui sont d'ailleurs souvent les plus généreux, qui ont demandé à ne pas être connus du public, mais donc décidé de publier cette liste. Et puis alors peut-être j'ai pris au hasard comme ça quelques noms pour les remercier à l'antenne, par exemple Gwenda Goudwasser, Erwan Trommer, Hélène Labruni, Hélène Bauduin, Sophie Verrier, Péric Penet-Avez, Sophie Passebon, Gildas Roal, Georges Sexer, Emmanuel Manzano-Questel. Enfin, je me suis dit qu'il fallait aussi que je n'abuse pas de cette... et que ce serait au fond beaucoup plus utile de donner les noms des gens qui n'ont pas soutenu encore cette émission. Malheureusement, je ne les connais pas. Comme vous savez, nous sommes désormais diffusés non plus à 17h mais à 13h, enfin aux environs de 13h quand il s'agit d'une émission enregistrée en public et en direct comme celle-là. Et comme vous savez aussi, après cet enregistrement, pour ceux et celles qui seraient intéressés, nous consacrerons à peu près une demi-heure aux échanges avec la salle. Je dis à peu près une demi-heure parce qu'il faut que l'émission soit à 13h, 13h15 à peu près en lice, et ça suppose un certain nombre de petits travaux d'aménagement. Cet enregistrement de la conversation avec la salle sera diffusé sur notre podcast sous le nom de Bada, emprunté au vocabulaire marseillais, remis en vigueur par Jean-François Revel, le Bada étant la petite part de glace que le marchand de glace était tenu d'offrir gratuitement à celui qui venait de lui acheter un cornet. Enfin, vous savez que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 publie cette semaine un dossier consacré aux migrants. J'en retiens l'interview du photographe Samuel Gratacap, qui parcourt les routes de l'exil depuis 6 ans et qui analyse les conséquences de notre politique d'externalisation des frontières. Nous allons donc maintenant nous efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée, et même au-delà, et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Lucille Schmid, à qui je souhaite la bienvenue, puisque c'est sa première apparition sur notre scène, et qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Lionel Zinsou, économiste et président de la fondation Terra Nova. Nous allons consacrer cette émission au mode de gouvernement et aux réformes d'Emmanuel Macron. Nous le ferons en 2 parties, et je commencerai par son mode de gouvernement. Je continuerai au même rythme et avec la même détermination. Je ne suis pas là pour gérer, je suis là pour transformer. Ainsi s'exprimait le président de la République en octobre dernier. Aujourd'hui, 8 mois après sa prise de fonction, il n'a rien abandonné de son projet de réforme en profondeur de la France et de ses institutions. Dès le 6 juin 2017, le Premier ministre Édouard Philippe dévoilait un programme de travail gouvernemental chargé de rénover le modèle social français. S'en sont suivis annonces et réformes, loi sur la moralisation de la vie politique, interdisant entre autres aux parlementaires d'employer des membres de leur famille, loi sur la lutte contre le terrorisme, étendant le pouvoir des préfets et des forces de l'ordre, et ordonnance modifiant le Code du travail en donnant la primauté aux accords d'entreprise.
D'autres chantiers sont annoncés ou en cours, réforme de l'entrée à l'université, réforme de l'assurance chômage, introduction du droit à l'erreur et projet d'harmonisation des régimes de retraite dans le courant de l'année 2018. Le président a placé l'Union européenne et sa refondation au cœur de son action politique, profitant de sa victoire contre le populisme europhobe symbolisé par Marine Le Pen. Il se présente désormais comme le nouvel homme fort d'une union ébranlée par le Brexit et par les percées électorales de l'extrême droite, et il réaffirme l'importance du couple franco-allemand. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron s'est fait le chantre du multilatéralisme dans un contexte de crise marqué par les incertitudes liées au terrorisme, comme par le retour du protectionnisme aux États-Unis. Le président français est devenu la figure de proue de l'Union européenne et de ce que l'on pourrait appeler les pays industrialisés non alignés sur les États-Unis, notamment lors de ses voyages en Chine ou à Davos. Enfin, en recevant avec une mise en scène particulièrement soignée Donald Trump, Vladimir Poutine ou les dirigeants de grandes multinationales, Emmanuel Macron a montré une volonté de doper la diplomatie française. 53% des Français jugent de manière négative sa politique économique et 33% considèrent favorablement ses réformes fiscales. Mais le président l'a annoncé, il se laisse 18 mois à 2 ans pour dresser un premier bilan de son action. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Bien, le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est que c'est la dernière chance de moderniser de manière pacifique notre pays. Et cette chance se déroule avec un représentant type de l'élite et de l'aristocratie d'État française qui a précisément été élu pour endiguer la dérive populiste. Et l'autre singularité, c'est que cette présidence se déroule dans un contexte international qui n'a jamais eu d'équivalent, c'est-à-dire le choc populiste qui précisément atteint les démocraties, des États-Unis en retraite accélérée, on passe dans un monde d'après l'Amérique, le Royaume-Uni en proie à la dépression du Brexit, l'Allemagne qui peine à former un gouvernement, l'Espagne aux prises avec les Catalans, et puis l'Italie qui va vers des élections très très difficiles, surplombées par le mouvement Cinque Stelle. Donc le premier axe, me semble-t-il, c'est effectivement celui du leadership. Emmanuel Macron affiche donc cette présidence jupitérienne en rupture frontale avec son prédécesseur François Hollande, dont il a par ailleurs été l'un des principaux collaborateurs. Donc il y a 3 grands axes qui frappent. Premièrement, l'hyper-présidentialisation et la concentration du pouvoir qui va très au-delà de ce qui fut déjà une des caractéristiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, tout remonte à l'Élysée, les décisions évidemment, mais aussi les nominations, avec un système qui est en fait un système d'allégeance personnelle au président, pour une raison simple. En fait, il n'y a pas vraiment de parti, il n'y a pas vraiment d'idéologie, donc qu'on soit ministre ou fonctionnaire, les directeurs d'administration centrale sont reçus et nommés directement par le président de la République. Et l'autre volonté, c'est une volonté de contrôle. On sait que les journalistes avaient finalement investi le pouvoir du temps de François Hollande. Là, il y a une coupure très nette. L'État travaille d'un côté, il communique de l'autre. Et ces deux univers sont séparés, ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Deuxième caractéristique, c'est la posture du « en même temps ». Donc Emmanuel Macron est à la fois de droite et de gauche. Il est libéral et social. Il est pour le monde ouvert et il est pour la protection. Et donc c'est l'articulation de ces multiples dimensions qui fait sa particularité. Donc d'un côté de la flexibilité, de la modernisation, et de l'autre côté la volonté de remédier à la fragmentation de la société et des territoires en France. Pour l'Europe, c'est la même chose. On veut renforcer la zone euro et en même temps, on veut de la protection avec de la souveraineté et de la sécurité. Et ça s'est très bien exprimé à Davos, où on a eu les deux discours. Est-ce que c'est un double discours? C'est la question. Un discours en anglais destiné aux investisseurs au marché « France is back » sur la France. Et là où le paradoxe est complet, un discours qui, lui, est en français sur la mondialisation et le fait de réguler, de partager, de protéger. Quant au style, on a deux choses. D'un côté, l'insistance sur l'histoire. Emmanuel Macron
on le voit, maîtrise parfaitement l'histoire de la Ve République. La référence principale, c'est la référence au général de Gaulle. Et par ailleurs, il cherche à inscrire sa jeunesse dans une histoire longue, d'où l'utilisation récurrente de Versailles, le Congrès, la réception de Vladimir Poutine et l'accueil de 140 dirigeants de grandes entreprises pour organiser un peu ce qu'on appelle un Davos français. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a ces trois grands éléments, l'hyper-présidentialisation, la posture du en même temps, le style? Quels sont les acquis et les risques? Incontestablement, Emmanuel Macron a réussi deux choses importantes. Il a restauré la dignité de la fonction présidentielle qui avait été très abîmée par au moins ses deux prédécesseurs immédiats, et il a restauré l'image internationale de la France. Cela dit, ce système de pouvoir comporte trois risques. Le premier, c'est l'hyperconcentration. D'abord, l'autoritarisme. On l'a vu avec la démission forcée du général de Villiers. Et aussi le fait que, pour l'instant, il y a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu vraiment de crise. Mais s'il y a une crise sérieuse, tout remontera directement, non seulement à l'Élysée, mais à la personne du président. Le deuxième passif, c'est la relation avec les France périphériques. Emmanuel Macron a une base politique qui est réduite, 24% au premier tour de l'élection présidentielle. Il parle beaucoup à la France incluse, et c'est vrai qu'il y a une double rupture avec les France périphériques, avec les territoires et avec les élus. Et cette posture du coup jupitérienne, d'une posture de leadership très forte en France et en Europe pour profiter du vide créé par les problèmes de Mme Merkel, crée aussi un risque de distance, un risque d'éloignement, et qui est renforcé par un certain nombre d'écarts de langage qui expriment là encore en même temps, mais en même temps un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois Jupiter et utiliser comme mode d'expression la brève de comptoir. Oui, en même temps, peut-être aussi difficilement être en même temps Jeanne d'Arc et Mimi Mercier, ou en même temps Ricoeur et Ruquier. Lucille Schmitt. Oui, moi, en préparant cette émission, je regardais un livre qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Monod, publié en 2012, au moment où François Hollande venait de gagner la présidentielle, et que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'être un chef en démocratie ?» Et à l'époque, Jean-Claude Monod m'avait raconté que beaucoup de ministres de François Hollande demandaient à le voir, sans doute pas Emmanuel Macron, mais en tout cas, cette question qui est posée à travers ce livre, que je conseille de lire, est très intéressante. C'est-à-dire qu'être un chef en démocratie, c'est plus compliqué, sans doute, qu'être le général de Gaulle en 1962 ou même en 1958. Et à partir de là, je pense que l'interrogation sur Emmanuel Macron se situe beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que je crois qu'il y a en même temps des électeurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils ont voté pour lui et en même temps, ils se demandent s'ils revoteront pour lui la prochaine fois ou s'ils revoteront pour sa liste en 2019 aux élections européennes. Et en même temps, il faut arrêter de le voir seulement auprès d'Emmanuel Macron, mais aussi le voir par rapport à la société française. Donc moi, je pense que le sujet qui est posé aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il y aura une saison 2 d'Emmanuel Macron qui sera moins autoritaire. Je pense que Nicolas Bavrez a tout à fait raison de souligner les dangers de l'hyperprésidentialisme, surtout en période d'ouverture de la société, d'ouverture à l'Europe, d'ouverture au monde. Et je pensais aussi à cette une du magazine Time, lorsque on nous dit au fond c'est l'homme fort de l'Europe, vous vous rappelez cette une avec Emmanuel Macron, et en même temps pourra-t-il réformer la France? Mais je crois que le sujet n'est pas en permanence de dire que la France est irréformable, le sujet est de dire qu'aujourd'hui, en même temps, si on veut être le leader de l'Europe, il faut être accepté par sa société, et qu'en même temps, il faut donner envie à la société française, à ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et à ceux qui n'ont pas voté pour lui, de voter pour lui la prochaine fois. Je trouve qu'il ne faut pas sauter à cette espèce de conclusion à peine Emmanuel Macron élu de nous dire il y en a pour 10 ans, parce que quelque part il y a une paresse intellectuelle à imaginer que personne ne pourra prendre la place d'Emmanuel Macron. Et ce que je voudrais partager ici comme question, c'est en même temps, il est de droite et de gauche, mais en même temps, est-ce que c'est viable alors que je crois que profondément nous restons structurés autour de questionnements et de réponses qui sont de droite et de gauche? Comment est-ce qu'on fait exister concrètement un projet qui ne soit pas en même temps, et donc une absence de projet? Et je pense qu'aujourd'hui, la principale limite du début de ce quinquennat, c'est évidemment la gauche. Il n'y a pas de justice sociale ressentie par rapport au projet d'Emmanuel Macron. C'est une question essentielle. Lionel Zinsou.
Oui, si vous permettez, alors moi je vais prendre quelques kilomètres de distance et me demander un petit peu comment le style que vous venez de décrire est apprécié dans le reste du monde. Moi je suis frappé par le fait que c'est un président qui n'est pas que président de la France, il est président d'un certain nombre de grandes causes mondiales. Ça faisait quand même longtemps qu'aucun président de la République, peut-être justement depuis le général de Gaulle, n'avait vraiment assumé d'être le président de grandes causes mondiales. Quand vous le regardez à Ouagadougou, quand vous le regardez à Pékin, quand vous allez le regarder dans quelques jours, premier visiteur à faire une visite d'État aux États-Unis, sous la présidence de Trump, vous voyez le président des start-up mondiales, Ouagadougou, Accra, c'est « Je suis la providence des jeunes entrepreneurs du monde ». Vous y voyez le président de la jeunesse, parce que tout de même, 39 ans, c'est tout de même quelque chose qui impressionne le monde entier, notamment celui qui est gouverné par des gérontocraties. Quand vous vous mettez à dialoguer sans aucune réserve avec des étudiants, en ne filtrant pas leurs questions à Ouagadougou, en terre africaine, que vous faites interpeller, vous faites quelque chose qu'aucun leader, même démocratique en Afrique, n'ose faire chez lui. Donc vous venez donner une leçon de jeunesse et d'ouverture assez incroyable. Vous êtes par défaut des États-Unis le président du climat, d'ailleurs vous l'avez prouvé le 12 décembre en organisant un sommet qui répète les vœux de la conférence de Paris et de la COP22 de Marrakech. Mais enfin, vous avez organisé que tous les financiers du monde viennent dire nous restons dans l'accord de Paris, nous les financiers américains, nous le gouverneur de Californie, nous qui sommes les maires des grandes villes, nous restons dans l'accord de Paris. Donc vous avez réussi à provoquer ça. Donc vous êtes président du climat. Depuis peu, mais ça s'est aussi affirmé beaucoup en Afrique, vous êtes le président de l'éducation et de l'éducation des filles. Mais toutes ces causes, c'était des causes un peu orphelines. Le président de la République française, il est président de tout ça. Et à la limite, ça intéresse plus les gens à 5000 km de voir l'homme de ces causes-là. Et au fond, tout ça, ça se résume par l'homme qui a réussi, dans une des plus vieilles démocraties du monde, à créer un renouveau, une percée, une brèche. Et il est admiré pour ça. À la limite, on le regarde plus que comme l'homme qui vient de faire des ordonnances sur le Code du travail et qui va réformer l'apprentissage, ce qui, à 5000 ou 7000 km, n'a pas, si vous voulez, la même acuité que rue Notre-Dame-des-Champs. Donc, il épouse des causes et il les symbolise et il les incarne, et en cela, il est tout à fait différent de ses prédécesseurs. Il est vrai qu'il a une meilleure conjoncture, que la France est en meilleure situation. Et comme l'a rappelé Nicolas, quand on fait le tour d'Europe des situations politiques, il a évidemment la meilleure situation politique. Si bien que c'était extrêmement clair, et en Afrique et en Chine, qu'il est également, pour beaucoup de gens, perçu comme le président de l'Europe, le président par intérim d'une Europe où il est le seul homme fort avec une majorité et un système cohérent. Et donc tout ça, si vous voulez, ça dépasse de beaucoup. Alors, l'image jupitérienne qui a tout de suite été utilisée, je ne sais pas, le général de Gaulle, lui, se voyait un seul rival qui était Tintin et n'évoquait pas Jupiter. Et je me demande si on n'est pas dans la lignée de Tintin plutôt que de Jupiter. Parce que ce côté de défense de toutes les bonnes causes, comme ça, il y a du Hergé. Je voudrais aussi dire une autre chose qui frappe, c'est que pour le monde entier, tout le monde lui est reconnaissant d'avoir été un barrage contre le populisme. Ça, si vous voulez, d'un bout à l'autre du monde, il est celui qui a arrêté ces espèces de jeux de domino du populisme. Et ça aussi, ça dépasse un tout petit peu la situation française. Quant au stylisme, c'est très important, le style. Moi, je crois que vous avez dit, Nicolas a dit, une quintessence de l'aristocratie financière et étatique, en fait. L'inspecteur des finances, pur produit du système qui va renverser le système. D'abord, le système, il l'a déjà renversé. Donc la preuve est faite qu'on peut renverser le système de l'intérieur du système. Le renouveau, la diversité, regardez la composition de l'Assemblée, enfin tout ça, c'est déjà fait, la table a déjà été renversée, donc il est incontestablement un ingénieur extraordinaire de la transformation. Ça, c'est fait. Donc on peut le faire de l'intérieur du système. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que à aucun point un dirigeant de la Ve République a eu une formation double aussi importante en art dramatique. Et franchement, la bonne idée, c'est d'épouser son professeur de théâtre si on veut une formation continue. Et par ailleurs, une formation philosophique extrêmement sérieuse.
Moi, je n'ai pas une formation philosophique très sérieuse. J'ai passé un peu plus de temps que lui en Cannes, ou à peu près le même temps que lui en Cannes. Mais enfin, j'ai lu les échanges de lettres publiés par Le Monde entre Ricoeur et lui. Et même à la 4e lecture, si vous voulez, ça me paraissait très professionnel et, pour moi, relativement incompréhensible. Donc nous avons un président de la République qui a 2 formations assez originales, c'est-à-dire une vraie formation quant à la pensée. Regardez, on n'a pas retrouvé le mémoire sur Machiavel qu'il a écrit en Master 2. Ça, c'est vraiment, il y a une recherche d'archives ou confiée à la police judiciaire, mais il faut retrouver ce texte. Parce qu'à bien des égards, quand vous regardez beaucoup d'éléments du style, vous avez l'impression, vous relisez Le Prince, et vous avez vraiment l'impression que c'est du Machiavel dans le texte. Enfin, du meilleur Machiavel, hein, pas Machiavel au sens vous êtes machiavélique, mais au sens vous êtes machiavélien, vous avez un sens du pouvoir qui est assez extraordinaire. Donc c'est du Machiavel dans le texte. Tout ça, c'est des éléments de formation philosophique et dramaturgique, notamment l'utilisation de Versailles, qui sont des éléments distinctifs de sa formation. Il fait que ce n'est pas un Jupiter comme un autre, c'est juste un grand histrion qui se trouve être un grand philosophe et qui se trouve être un jeune héros. Alors, on peut lancer un concours sur le thème qui, si Emmanuel Macron est Tintin, qui est Milou, qui est Haddock et qui est Trifon Tournesol. Quant aux 2 Dupont, j'ai peur qu'il y ait pléthore de candidats pour remplir ce double rôle. Jean-Louis Bourlange. Oui, on pourrait aussi penser que son rôle serait celui d'Isidore Beautrelet, élève en rhétorique au lycée Janson de Sailly, dans l'Aiguille creuse d'Arsène Lupin, et qui, du haut de son jeune âge, développe une inventivité considérable et donne du fil à retordre au célèbre Arsène Lupin. S'agissant de Machiavel, oui, évidemment, on ne peut pas éviter de penser, quand on voit le sort qui a été réservé à François Bayrou, à l'épisode du gouverneur de Romagne, dont Machiavel explique très clairement qu'il faut, 1, l'utiliser, et 2, après l'avoir utilisé, le décapiter pas de grève, parce qu'on n'est pas en place de grève en Italie, mais le décapiter en public, de manière, dit le Machiavel, à ce que le peuple demeure satisfait et stupide. Stupide voulant dire frappé de stupeur, bien sûr. Mais je n'irai pas jusque-là. Je crois que ce serait une image abusive. Et quand on parle de Machiavel, on se demande toujours la façon dont on va l'utiliser. Parce qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui utilisent Machiavel comme Machiavel a écrit, et en général, ils ne le publient pas. Genre Richelieu. Et puis ceux qui sont les vrais machiavéliens, comme Frédéric II, qui publie un anti-Machiavel en disant que le prince doit être un homme franc, sincère, au service de ses citoyens, transparent, démocratique, et c'est évidemment le comble de la ruse machiavélienne. Donc il faut toujours se méfier des références à Machiavel. Il faut savoir que c'est, comme disait l'autre, de ces livres qu'il faut lire sans le dire. Sur le projet réformateur d'Emmanuel Macron, moi je suis au cœur de ce observateur un tout petit peu participant. Je crois que le Parlement ne participe pas vraiment à grand-chose, mais je suis un tout petit peu participant et je suis d'assez près en tout cas ce qui se fait. Je crois qu'il faut s'interroger sur ce que pourrait être une stratégie, ce que peut être une stratégie de réforme. Alors, il y a une première question, me semble-t-il, c'est le volume de la réforme. Est-ce qu'il faut tout réformer, ou réformer le moins possible? Moi, je suis de ceux qui considèrent que le bon réformateur est celui qui réforme le moins possible. De même qu'un chirurgien, que vous allez chez le chirurgien, il va dire, écoutez, je ne vois pas très bien ce que vous avez, mais on va commencer par vous changer le poumon, le cœur, le cerveau, et puis peut-être qu'après, ça ira mieux. Non, le bon chirurgien diagnostique avec précision l'organe qui ne va pas, fait une coupe dite chirurgicale et évite le maximum de dommages collatéraux. Et là, on voit bien qu'avec Macron, on est dans une hésitation sur ce plan. Il faut tout changer, on réforme tout, on ouvre tous les chantiers, au risque d'être un peu superficiel. Et en réalité, ce qui marche le mieux chez lui, chez ses hommes, chez ses gouvernants, c'est ceux qui n'adoptent pas cette méthode. C'est-à-dire, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, qui regarde avec une précision professionnelle
extrêmement aigu ce qui ne va pas dans sa maison et qui prend des initiatives circonscrites, précises, là où justement c'est absolument nécessaire. Alors c'est une réforme qui n'est pas flamboyante, qui ne passe pas par la loi. La loi, c'est un rehaussement de stature de la réforme. Il y a trop de lois pour les réformes, mais qui, en réalité, change en profondeur les choses. Et je suis sûr que Jean-Michel Blanquer va s'attaquer à d'autres problèmes névralgiques, comme par exemple la formation et le recrutement des enseignants, qui est un problème extrêmement important et qu'il va traiter sans trop de casse, en essayant d'aller vraiment à l'essentiel. Donc je crois qu'il y a là, Rocard nous avait dit ça quand dans d'autres temps, sous d'autres cieux, nous avions reçu Michel Rocard. Il avait expliqué, Rocard avait une formule admirable, d'ailleurs totalement surréaliste. On lui disait, mais monsieur Rocard, votre bilan est nul. Pas du tout. Je suis simplement le spécialiste des coûts qui ne se voient pas. Ce qui évidemment rendait extrêmement difficile de vendre son bilan. Mais c'était le contraire de Mendes, comme Mendes annonce tout, et Rocard disait qu'il ne fallait pas annoncer. La deuxième chose, c'est la définition des priorités. Et là, je crois qu'il y a un problème. Je pense que les Français sont, comme chacun sait, assez difficiles à réformer. Le président de la République l'a d'ailleurs dit dans un discours de Sofia, où il a dit, oui, mais maintenant, ils sont très difficiles de réformer la France, mais maintenant, on a deux choses. On a un président qui est quand même vraiment un peu supérieur à ce qu'il y avait avant. Bon, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était le sous-texte, comme on dit maintenant, quand on écrit dans les pages littéraires du Monde. Et deuxièmement, il y a un nouveau parti, qui est un parti tourné vers l'avenir, coupé de tout, etc., et coupé du passé, je veux dire, et qui va faire ça. Bon, en réalité, je crois que les Français ne peuvent se mobiliser qu'à la condition qu'auprès d'une vraie préparation d'artillerie. Et je crois notamment qu'il y a deux choses sur lesquelles on n'a pas suffisamment insisté jusqu'à présent. C'est d'abord la priorité à l'emploi par rapport au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on a bien vu qu'il avait relativement progressé ces dernières années. C'est évidemment une revendication considérable de la part des gens, surtout qu'on est en sortie de crise et que la loi de Tocqueville joue à plein. C'est quand les choses s'améliorent que les revendications sont les plus fortes. Mais en réalité, l'anomalie française, c'est ce que Denis Oliven avait appelé la préférence pour le chômage. Et je pense qu'il faut placer l'ensemble des réformes derrière ce panneau, cet étendard qui est essentiel. Le troisième problème, c'est le rythme. Alors, le rythme, il y a d'abord la question, est-ce que vous devez commencer par faire bobo ou pas par faire bobo? Moi, je crois qu'effectivement, il faut accepter des mesures impopulaires au début. Certes, on dévisse dans l'opinion, l'état de grâce s'arrête, mais c'est le seul moment où on peut faire les choses. Et après, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on voit une hésitation de la part du président. Il fait ce choix très clairement, même s'il essaie de limiter les traumatismes, en matière de réforme du Code du travail. Il se lance hardiment sur un chantier avec Mme Pénicaud, habile négociatrice. Il se lance sur un chantier que personne n'a su véritablement investir au cours des années précédentes, ni Sarkozy, ni Hollande, en dépit, ni lui-même d'ailleurs quand il était ministre de l'économie, mais imparfaitement soutenu par le président de la République. Donc il se lance, et là on voit qu'il obtient des résultats et qu'il dose très bien, parce qu'il ne fait pas le grand soir, il obtient des résultats limités, ce qui est normal, mais il obtient quand même des résultats décisifs et très fortement appréciés dans les milieux concernés, que ce soit les milieux internationaux auxquels Lionel faisait parler tout à l'heure, ou les milieux des PME qui sentent que quelque chose de profond a changé, et ça modifie le tonus du pays de façon assez sensible. Mais en même temps, il ne fait pas du tout le même effort sur la dépense publique. Et là, j'ai à ma gauche, en la personne de M. Bavrez, le spécialiste incontesté du mur des lamentations contre les excès de la dépense publique, et je pense qu'il conviendra sans difficulté du fait que le compte n'y est pas, et surtout je comprends que le compte n'y soit pas, parce qu'on ne peut pas baisser la dépense publique d'un coup, sauf en faisant du rabot. Mais
l'exercice pédagogique de préparation d'artillerie, de dire qu'est-ce qu'on peut changer ou pas changer dans ce pays en termes de rationalisation de l'action publique n'est pas abordé. Et enfin, dans le rythme, je dirais que... Le et enfin étant chez Jean-Louis Bourlange la préparation d'artillerie pour refaire une partie sensiblement supérieure en longueur à la première. C'est la fin de l'introduction. Et je crois que ce qui est très difficile, ça va être d'oser, et ça c'est quand même l'élément essentiel du rythme, c'est de combiner en permanence, c'est le en même temps, les réformes de gratification et les réformes d'attrition. Or là, on a fait des réformes importantes en matière de fiscale pour les entreprises, sur l'ISF, etc. Maintenant, il va falloir faire des réformes douloureuses et je pense que l'équilibre va être difficile à trouver. Je n'en voudrais qu'un exemple et je termine là-dessus, c'est notre ami Delvoye. Delvoye dit « on va faire une réforme des retraites, on va tout changer, tous les régimes. Rien ne sera évité, rien ne sera épargné. La fonction publique, les parlementaires, le privé, le public, on va mettre tout ensemble, on va prendre les meilleures pratiques et vous allez voir, ça va être une réforme formidable. Première décision, la réforme est reportée d'1 an. Lucille Schmitt. Oui, moi en nous écoutant, je me disais qu'il faut faire attention quand même au mythe de l'homme providentiel, même lorsqu'il est l'homme des grandes causes, et par exemple l'homme de la cause des femmes en Afrique, etc. Parce que je crois qu'effectivement, ce qui est essentiel par rapport au système Macron, puisqu'il faut qu'on s'interroge là-dessus, c'est à la fois un mélange de saine communication et d'action. Et en ce sens, je suis d'accord avec Jean-Louis Bourlange sur l'idée que afficher trop d'envie de réforme et des réformes trop théoriques et qui bouleversent trop la société, c'est à coup sûr prendre le risque de l'échec. Mais en même temps, si je puis dire, la question c'est qu'est-ce qu'on structure autour de soi ? C'est-à-dire que je ne crois pas, moi, en l'homme providentiel, et je pense que le sujet de la Macronie, si je puis dire, c'est la question de l'élargissement du cercle, et comment est-ce qu'on fait, quelque part, pour que ceux qui n'étaient pas convaincus, ceux qui étaient à moitié convaincus, ceux qui ont aussi les moyens d'agir. Il ne suffit pas de faire des lois pour créer de l'emploi. Et aujourd'hui, lorsqu'on interroge les Français dans les études d'opinion, ils sont persuadés, par exemple, que favoriser le licenciement ne créera pas d'emploi, alors que ça repose largement sur ce principe. Et donc, il y a une question sur comment est-ce qu'on crée un climat de confiance et comment est-ce qu'on sort aussi du mythe de l'homme providentiel. Je trouve que ce qui qualifie aussi cette période d'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, dont je rappelle qu'il était un président jeune pour lequel les jeunes ont peu voté. Je rappelle que les jeunes ont voté davantage pour Jean-Luc Mélenchon ou au premier tour pour Marine Le Pen, ou se sont abstenus. Je pense qu'il faut rappeler qu'un président jeune peut être aussi élu par des vieux, par des gens de son âge ou un petit peu plus vieux, comme nous autour de la table. Donc attention à cette question du jeunisme. Et dans cette salle peut-être, mais il y a aussi des jeunes dans cette salle. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour d'un président jeune qui plaît peut-être à ceux qui sont moins jeunes. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis, je pense que la question de l'élargissement du cercle est quand même un sujet essentiel. Aujourd'hui, qui connaît les ministres du gouvernement ? Il est essentiel que les ministres travaillent. Et ça, on a bien compris qu'on avait une équipe au travail, alors que du temps de François Hollande, on se demandait si on était au travail et si on n'était pas d'abord en train de faire des petites phrases. Mais la question d'être au travail ne signifie pas l'anesthésie politique. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on a le sentiment que la vie politique se passe largement par tribunes, avec des tribunes collectives qui nous disent au fond, voilà où est le débat. Moi, je trouve ça regrettable, parce que je pense que la question des contre-pouvoirs et la question de qui s'oppose à Emmanuel Macron est même déterminante pour le succès futur d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas tenir 5 ans avec le mythe de l'homme providentiel, qu'il soit Tintin ou qu'il soit le général de Gaulle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose autour de la revitalisation démocratique, la question du contre-pouvoir, la question de la vie parlementaire, que Jean-Louis Bourlange, qui est député, nous dise le Parlement compte peu. Je ne veux pas être un esprit chagrin dans ce débat, ni être la femme de l'esprit chagrin, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de qu'est-ce qui se passe chez nous, comment est-ce qu'on fait quand même pour instaurer un peu de débat. L'idée n'est pas d'être l'adversaire chagrin d'Emmanuel Macron ou de décider comme Jean-Luc Mélenchon tout seul qu'on est le meilleur adversaire d'Emmanuel Macron, mais l'idée est bien de montrer qu'on est aussi une grande démocratie et qu'on n'est pas seulement une Macronie. Bon, je vous remercie. Je vous propose que nous poursuivions ce débat autour d'Emmanuel Macron, mais en le précisant, en le centrant autour d'un sujet qui est sa conception du rôle de l'État. En visite en Corse le 8 février,
Emmanuel Macron a écarté la plupart des demandes des élus autonomistes et indépendantistes. Et face aux deux représentants corses, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, qui réclamaient un dialogue véritable, Emmanuel Macron s'est montré ferme, refusant que les élus de l'île s'enferment, je le cite, dans un face-à-face ruineux et stérile avec l'État. Cette ligne politique d'une République, je le cite encore, forte, unie et indivisible, avait déjà été évoquée lors des affrontements en Guyane en octobre 2017. Le président avait alors annoncé que, je cite une troisième fois, le rôle de l'État n'était pas de céder à des pressions quelles qu'elles soient, en particulier lorsqu'elles n'ont pas la légitimité démocratique. Le chef de l'exécutif s'est affiché depuis son accession au pouvoir comme le garant d'un État fort et de nouveau acteur visionnaire et reconnu dans le concert mondial, c'était ma 4e citation. Réfutant la dichotomie dirigisme-libéralisme, Emmanuel Macron s'est placé dès sa campagne au-delà de la frontière droite-gauche, privilégiant une lecture présidentialiste des institutions de la Ve République. Depuis son entrée en fonction, le président a bénéficié d'une opposition morcelée et divisée et d'une large majorité à l'Assemblée nationale, plus de 300 députés affiliés. À l'été 2017, pour poursuivre le rythme soutenu de ses réformes en gouvernant par ordonnance, Emmanuel Macron a de fait circonscrit le débat parlementaire, soulignant la priorité, la supériorité accordée à l'exécutif sur le législatif, et les mouvements de protestation contre les réformes du Code du travail, du baccalauréat ou plus récemment de la fonction publique ont fortement échoué à rassembler. La révision institutionnelle et constitutionnelle annoncée irait dans le sens de cet exécutif renforcé. Ce texte viserait principalement à introduire une dose de proportionnelle, à réduire d'un tiers le nombre de parlementaires dans les deux chambres et à limiter à 3 le nombre de mandats successifs des élus. Face aux menaces de blocage émanant du Sénat, le président a évoqué la possibilité d'un référendum. Enfin, Emmanuel Macron entend transformer en profondeur le rôle de l'État à travers une réforme des services publics. Programme baptisé Action publique 2022, ce programme prévoit notamment le recours à davantage de contractuels dans la fonction publique, à des plans de départ volontaires et à de nombreuses propositions censées contribuer à maintenir le déficit en dessous de 3% du PIB. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, je ne crois pas qu'il faille juger de l'idée de l'État d'Emmanuel Macron uniquement par les discours qu'il a tenus, prononcés en Corse. Je pense qu'en Corse, à partir du moment où il décidait d'y aller, et ça se discutait, et ça se discute encore, avait-il raison d'aller en Corse alors que le seul discours qu'il pouvait tenir était précisément un discours de très profonde hostilité aux deux partis, et pas seulement le nationalisme, mais aussi l'autonomisme, pas seulement Jean-Guy Talamoni, mais aussi Simeoni, un discours d'hostilité à des gens qui venaient de gagner de façon assez claire la majorité politique dans l'île. Mais à partir du moment où il a décidé d'y aller, il a décidé d'honorer la mémoire du préfet Erignac, et Claude Erignac, que je connaissais bien, qui était un homme remarquable et qui a été sacrifié vraiment dans des conditions exécutées, je n'ose même pas dire le terme parce que ça donne un parfum de légalité, mais assassiné dans des conditions effroyables, méritait certainement cet hommage. Donc, mais à partir du moment où il le disait, il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Il devait se situer dans la commémoration de la personne et du rôle de Claude Erignac, et il devait dire aux nationalistes ce qu'il leur a dit, c'est-à-dire deux choses de plein bon sens, à savoir que les revendications les plus folles qui étaient les leurs ne pouvaient pas être reçues, et deuxièmement que cette collectivité venait de recevoir des pouvoirs importants et qu'il était donc peut-être nécessaire qu'elle commence par les exercer et voir comment comment cette majorité nouvelle allait prendre possession de ce système institutionnel extrêmement nouveau avant de passer à d'autres revendications, sachant que le mouvement nationaliste tient par la revendication. Satisfaire une revendication, c'est inévitablement en appeler une autre, parce que c'est une bicyclette, il faut bouger, il faut avancer pour ça. Il a donc décidé cela, il a fait quelque chose qui va entraîner une rupture psychologique importante avec l'île, avec les gens qui sont au pouvoir dans l'île, et qui en même temps est évidemment plébiscité par 95% des Français.
Mais je pense que ça serait réducteur que de regarder, que de limiter le pouvoir, la lecture de l'État et la lecture institutionnelle de Macron à cela. Sur le fonctionnement, ce qui est frappant, c'est quand même, comme vous le dites, peut-être pas l'homme providentiel, mais c'est quand même que tout le pouvoir vient à Macron, part de Macron et revient à Macron. C'est quelque chose, alors c'est pas nouveau. Dans la Ve République, ça a toujours été comme ça. Vous avez eu des rois fainéants, bon, ils n'utilisaient pas leur pouvoir, je ne les citerai pas, bien sûr. Certains sont encore en vie. Vous avez eu des activistes plus ou moins à droite, mais en tout cas, le foyer de réforme est toujours venu de l'Élysée. Ce qu'apporte Macron, c'est quand même une lecture un petit peu différente. Alors, sous la Ve République, le moteur, c'est également l'administration. Moi, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec Georges Vedel, ça ne me rajeunit pas, dans les années 70, où on évoquait le slogan de Servan-Schreiber sur l'État UNR, et je disais, l'État UNR existe, mais il faut comprendre que c'est l'État qui dirige l'UNR, que ce n'est pas l'UNR qui dirige l'État. C'est un ensemble d'anciens élèves de l'École nationale d'administration, Chirac étant le modèle absolu, qui prenait en main le parti, lui donnait ses idées, lui donnait son programme, et chacun était amené à voguer comme ça. C'est l'explication de l'échec de Chaban. Parce que Chaban, face à Giscard, il y avait l'État UNR, Chaban avait l'UNR, Giscard avait l'État, Chaban avait les ombres de la caverne, et Giscard avait le vrai pouvoir des idées. Donc c'est lui qui a gagné par rapport à Chaban. Il avait la tête, enfin, je ne sais pas le cadavre sans tête, mais voilà. Bon, en tout cas, nous avons donc une tradition très forte. Là, ce qui se passe, c'est quand même qu'on a, je dirais juste ça, il y a 1000 choses à dire dans votre annonce, mais je parlerai de ce que je vois, c'est-à-dire le fonctionnement parlementaire. Je crois que ce qui se passe actuellement est absolument inédit, non pas dans ses principes, mais dans ses formes. Jamais, jusqu'à présent, nous n'avons eu un parti qui est arrivé au pouvoir avec une majorité absolue, sans aucun rapport avec les familles politiques antérieures, et qui est arrivé au pouvoir immédiatement. En 1958, l'UNR a fait une vraie percée, mais la majorité était composite. Il fallait notamment les indépendants, le MRP, et puis même pendant un certain temps les socialistes. Ensuite, le seul moment où on a eu un parti, l'UNR a été seul, c'est entre 68 et 69, et ça n'a pas marché. Pompidou a aussitôt fait rentrer les centristes de Jacques Duhamel. Ensuite, on a bien eu une majorité socialiste homogène, si je puis dire, en 81, sauf qu'elle était tout sauf homogène, et qu'on avait des courants très puissants, avec des personnalités comme Chevènement, Jox, Rocard, qui n'étaient pas du tout Fabius, qui n'étaient pas du tout les unes et les autres sur la même longueur d'onde. Il y avait un vrai travail interne dans ces courants. Ensuite, on a toujours eu des majorités composites. Donc pour la première fois, on a une majorité qui a tous les pouvoirs, toute seule. Et deuxièmement, c'est une majorité sans aucun rapport avec le passé. Ça, c'est très important. C'est l'évangile du jeune homme riche. Le député REM, République En Marche, c'est le jeune homme riche qui serait resté avec le Seigneur. Il n'est pas parti, l'évangile dit qu'il s'en va parce qu'il a de grands biens, on lui dit de renoncer à ses biens. Non, quand vous rentrez à Rome, c'est comme la Légion étrangère. Vous oubliez que vous avez été à droite, vous oubliez que vous avez été à gauche, vous oubliez que vous avez été au centre. Vous êtes dans un système nouveau qui se définit par rapport à Emmanuel Macron. Donc c'est un parti, on peut dire que la pyramide repose sur la pointe, je dirais c'est un parti dont la base, dont le sommet est la base. Ce qui est extraordinairement compliqué et qui fait que ce parti né fédéré ne se retrouve non pas par rapport aux sensibilités différentes du pays qui le portent, mais par rapport au président de la République. Et ça, c'est un problème très important pour Macron depuis le début. C'est est-ce que le nouveau système politique que je mets, moi, Macron, en place, c'est un système à la Merkel de convergence gouvernementale entre des sensibilités qui sont respectées en tant que telles, la sensibilité socio-libérale avec les juppéistes, Édouard Philippe, etc., la sensibilité plus ou moins centriste MRP
avec Bayrou, et la sensibilité social-démocrate, incarnée par Castaner ou d'autres, est-ce que j'accepte ça ou est-ce que je demande une éradication complète? Et là, le choix de l'éradication est très dangereux, je termine par là, car ça fait que Macron se retrouve tout seul face aux autres, et notamment face à Wauquiez. Il n'a pas c'est un donjon qui n'a pas de forteresse autour pour le protéger, de la gauche, pas grave, du centre, pas très grave, et de la droite, plus grave. Lionel Zinsou. Non, moi, je n'adhère pas du tout à votre idée d'homme providentiel et solitaire, pas du tout. Je suis désolé. Dans les comportements, quand on le voit dans ces bains de foule, quand on le voit perdant des heures ou gagnant des heures à se mélanger, c'est très frappant quand il est dans les communautés françaises à l'étranger, dans ses voyages. C'était déjà frappant quand il n'était pas président et qu'il mettait 2 heures à aller de sa voiture à la cathédrale d'Orléans pour célébrer Jeanne d'Arc. Tellement il est, au fond, il se fond dans la foule. Donc, même si ça reste un pouvoir solitaire, il y a quelque chose d'extraordinairement affable et ouvert qui fait que moi je ne suis pas très sensible à ce caractère comme ça, anecdotiquement, totalement solitaire du président. Quand vous demandez, dans les sondages d'opinion, vous demandez de quoi est-on reconnaissant? On est reconnaissant du fait que le programme s'applique. Et c'est d'ailleurs troublant parce que depuis le début du quinquennat, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'il fait bien, il fait bien ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc il applique le programme. Donc il réforme, et c'est une très bonne chose. Ensuite, quand on demande aux gens, approuvez-vous les réformes, vous avez une majorité qui les désapprouve. C'est très particulier. Les gens sont reconnaissants du fait que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est on va réformer. Et tout le monde approuve, enfin pas tout le monde, mais les 2/3 des gens interrogés. Quand bien même, ils n'aiment pas les ordonnances du Code du travail, ou ils n'aiment pas les perspectives de révision de la Constitution, etc. Donc c'est quand même une méthode qui est fondée sur le fait qu'il y avait un programme. Ça avait été contesté, y compris d'ailleurs dans cette émission. Il y avait eu autour de la table des gens pour dire première fois que quelqu'un va être élu sans programme, et d'ailleurs il n'aura pas de majorité. Alors il a eu une majorité, et les Français sont très clairs sur le fait qu'il avait un programme. Sur la taxe d'habitation, sur le basculement entre CSG et cotisation salariale. Les gens, éventuellement, peuvent être choqués du fait qu'on n'est pas allé tout à fait tout de suite, en début d'année, ce qui aurait eu plus d'effet de pouvoir d'achat, au basculement prévu. Je supprime vos cotisations salariales et je vous augmente la CSG. Mais les gens sont très conscients du fait que c'est ça le programme, et que ça a été annoncé, et qu'on s'y tient, et que c'est différent peut-être à certains égards de son prédécesseur, où ils ont eu l'impression rapidement qu'il n'y avait plus de rapport entre le programme et la campagne électorale et ce qui s'applique. La deuxième chose, c'est qu'il y a des ouvriers compétents de la réforme. Muriel Pénicaud, dans la fabrication de la concertation autour des ordonnances, a réussi à convaincre un syndicat comme FO de changer radicalement d'attitude. Et quand vous parlez encore aujourd'hui avec les gens de FO, dans ce qui est en train de se préparer, dans la concertation qui est en train de se faire sur des choses très sensibles, assurance chômage, indemnisation du chômage, formation professionnelle, apprentissage, FO est toujours à bord. La CFDT est évidemment à bord. Donc quand on dit qu'on s'affranchit des corps intermédiaires, que l'homme providentiel ne voit pas que la France est un pays complexe qui suppose des corps intermédiaires, jamais, probablement, les représentants des partenaires sociaux et le mouvement social n'a été, et d'ailleurs pour être sincère, c'était même antérieur dans la réflexion à la situation d'aujourd'hui, ça avait été coproduit en partie pour la loi Macron 1, mais cette méthode est une méthode qui valorise les partenaires sociaux comme ça n'a jamais été fait. Donc, permettez de dire que j'ai pris l'exemple de Muriel Pénicaud, je pourrais prendre l'exemple de Julien de Normandie sur la politique du logement, de toute une série de réformes en cours de préparation avec d'assez extraordinaires ingénieurs de la transformation. Donc, je n'adhère pas du tout, puisque au fond, ça fait débat, à cette idée de l'homme providentiel, jupitérien, seul dans les nuées, quelque part au sommet de l'Olympe, qui serait un donjon sans machicoulis.
Non, je regrette. Nous sommes devant un système qui a des éléments d'équilibre, qui est un système complexe. Lucille Schmitt. Oui, sur cette question de l'État, en écoutant Jean-Louis Bourlanges et Lionel Zinzou, moi, je suis frappée du décalage entre un discours symbolique très fort sur l'État qui est tenu en Corse, et c'est facile d'avoir un discours fort sur l'État en Corse. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça correspond à l'inconscient collectif français. On a envie d'un État fort, surtout par rapport à une région qu'on perçoit comme assez périphérique. Et quand on pense que les revendications d'autonomie et d'indépendantisme corse, surtout avec le contexte de la Catalogne, sont totalement disproportionnées. Donc c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai autant entendu parler de l'État dans le discours d'Emmanuel Macron, parce que sinon j'entends beaucoup parler du fait qu'il faut réduire les fonctionnaires, organiser des plans volontaires de départ, etc. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement on sait qu'aujourd'hui la place de l'État en France n'est pas la bonne. On sait aussi que l'État est quand même la manière française de redistribuer et d'assurer l'égalité. C'est comme ça, ça reste un principe et un symbole. C'est forcément plus difficile dans l'application, et on voit bien que c'est d'ailleurs pas du tout satisfaisant, et je crois que, y compris des personnes comme moi qui croient en l'État, sont prêtes à envisager qu'on gère différemment les fonctionnaires. Personnellement, puisqu'on parle des énarques et des technocrates, moi j'aurais apprécié, par exemple, qu'Emmanuel Macron, sur la question de l'énarchie, dise des choses un peu plus fortes, et que notamment, il mette plutôt sous pression ceux qui dirigent l'État que l'ensemble des fonctionnaires d'une manière assez floue. Les plans volontaires de départ des fonctionnaires, ça sera pour qui ? Est-ce que ça sera pour des fonctionnaires qui aujourd'hui sont dans des services ? On nous dit que ce n'est pas les services essentiels, mais on ne sait pas où est-ce que ce sera. Est-ce que ce sera décidé au cas par cas en fonction des demandes individuelles, ou est-ce qu'il y aura une logique d'ensemble ? Est-ce qu'on va mettre vraiment les directeurs d'administration sous pression, et est-ce qu'on va leur demander réellement de faire en sorte que le service public soit de meilleure qualité ? Ça, c'est des questions que j'aimerais entendre poser. Et je trouve qu'il y a un décalage entre un discours sur l'État, qui est un discours donc ultra symbolique, où on parle de l'État sans préciser de quoi on parle, et un discours sur les fonctionnaires que je trouve personnellement assez contradictoire, parce que je trouve que les fonctionnaires sont trop peu valorisés dans le discours d'Emmanuel Macron. C'est un haut fonctionnaire au départ. Il est entouré de hauts fonctionnaires, ça a été largement dit dans les cabinets ministériels, il n'y a que ça. D'ailleurs, il y avait la promotion Voltaire, et maintenant il y a des gens qui disent mais il y a la promotion Senghor. Donc il faut voir aussi l'espèce de continuité qui existe sur ce plan, sur la sociologie du pouvoir, surtout lorsque le Parlement compte peu. Et ça, c'est quelque chose, c'est une contradiction qu'il faut résoudre. Il faut assez vite développer le discours sur l'État avec un vrai discours sur comment est-ce qu'on gère ceux qui représentent l'État. Juste une chose par rapport à la question d'En Marche et d'un parti politique. Sur ce que disait Jean-Louis Bourlanges sur le fait qu'Angela Merkel gouverne en coalition. Moi, je pense que la coalition, elle ne peut pas se passer à l'intérieur d'En Marche. Une coalition pour Angela Merkel, c'est discuter avec les Verts, discuter avec les socialistes et discuter avec les gens à l'intérieur de son propre parti, qui est lui-même une coalition CDU-CSU. J'entends Barbara Pompili, qui est une ancienne écologiste, nous expliquer qu'à l'intérieur d'En Marche, il y a des pro-nucléaires, des anti-nucléaires et des gens agnostiques. Moi, je trouve que c'est un problème. On n'est pas à l'heure du parti unique. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'Emmanuel Macron engage un dialogue avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, mais qui ne sont pas forcément en marche. Nicolas Bavrez. Alors tout d'abord, je crois qu'Emmanuel Macron est parti d'un constat qui est un constat juste, qui était le fait qu'il y avait un lien intime entre le déclin de la France et le blocage de l'Europe. Donc il a bien cette double visée, redresser la France et relancer l'Europe. Et il y a un terme qu'il utilise et qui est clé et qui fait le lien entre les deux, c'est le terme de souveraineté. Parce que, comme il vient d'être dit, pour les Français, je pense qu'une des meilleures manières, un des meilleurs antidotes au populisme, c'est le fait d'avoir un État qui fonctionne. Et par ailleurs, en Europe, face aux géants qui montent, face aux risques géopolitiques, l'idée d'avoir une souveraineté fiscale, numérique, commerciale, l'idée d'avoir une dimension de sécurité au sein de l'Europe, c'est incontestablement des choses utiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'année 2018, elle va être clé pour ces deux domaines. De fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2017, on a eu en France les ordonnances travail, on a eu la réforme de l'éducation, un peu la modernisation de la vie publique, mais c'est vrai que tout ça n'a pas vraiment à contourner le problème clé de l'État. Et par ailleurs, en Europe, compte tenu de la situation politique des uns et des autres,
la fenêtre de tir pour essayer de refonder l'Europe, travailler sur l'euro, la souveraineté, la sécurité. Ça va être une fenêtre très ramassée, puisqu'il faut attendre d'avoir un gouvernement allemand, il faut attendre les élections italiennes et donc d'avoir un gouvernement italien. Et ça va s'achever avec le démarrage de la campagne pour les élections européennes qui sont fin mai 2019. Donc en fait, la fenêtre, c'est avril 2018, automne 2018. Et c'est là qu'on va savoir si oui ou non l'accord entre la France et l'Allemagne permet de faire bouger l'Europe. Et du coup, on a un agenda 2018 qui est de fait problématique parce qu'on ne voit pas très bien comment on peut arriver à le faire. Sur l'économie, on nous a annoncé donc des réformes sectorielles sur l'agriculture, le logement, les transports, les technologies. Sur l'État-providence, on doit avoir l'assurance chômage, la formation, la santé, la retraite, la lutte contre la pauvreté. On doit avoir les institutions avec une réforme et on a par ailleurs cet agenda européen. Je pense qu'il n'est pas possible de faire l'ensemble de ces réformes. Et donc, on a derrière un certain nombre de contradictions, la principale étant le problème de l'État et de la dépense publique. Comme il a été dit, ce qui me frappe, et là Emmanuel Macron fait les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, c'est qu'il y a un besoin impératif de réformer l'État, puisqu'on a 56% de dépenses publiques, et pour ce prix-là, on a une efficacité de la plupart des services publics qui diminue de manière massive. Simplement, tous les autres États qui ont réussi à reconfigurer les services publics sont partis d'une réflexion sur les missions, ce qu'ont fait les Scandinaves, les Canadiens, les Allemands, les Suisses, même un peu les Italiens, les Espagnols. On a d'abord réfléchi à ce que l'État doit faire, on a réfléchi à la reconfiguration entre l'État, les collectivités territoriales et puis les systèmes de protection sociale, et ensuite on en a tiré les conséquences en termes d'effectifs, en termes d'équipement et en termes financiers. Or là, annoncer des plans de départ volontaires, quels que soient les chiffres, sans s'être posé la question de ce que doit faire l'État, c'est aller évidemment vers un nouvel échec. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est un président jupitérien qui ignore à peu près tout de l'État régalien, alors que c'est le fondement de sa mission. C'est sur la défense, sur la sécurité, la très grande ambiguïté sur l'immigration et les réfugiés, qui a été pointée par une tribune signée par Lionel Zinsou. Sur tout ce qui est donc ce secteur régalien, on voit qu'il y a beaucoup d'inexpérience, beaucoup d'approximation, et pour l'instant, finalement, une très grande chance qu'il n'y ait pas eu de vraie crise dans ce secteur-là. Et la dernière contradiction, c'est sur les institutions. C'est vrai qu'on nous annonce une réforme avec la proportionnelle et l'idée de réduire le nombre de parlementaires théoriquement pour rééquilibrer les pouvoirs, peut-être aussi avoir des choses sur la justice, donc plus de parlement et plus de justice. Et on nous explique que vraisemblablement, on n'exclut pas de faire ça en recourant à l'article 11 de la Constitution avec un référendum dont on peut dire qu'il serait assez largement anticonstitutionnel. Donc il y a là quand même un vrai problème sur le fond et sur la méthode. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voudrais un peu réagir à l'interprétation que je trouve un peu caricaturale de mes propos qu'a fait Lionel. En réalité, quand je dis ce qui, je crois, est indiscutable, que l'ensemble du pouvoir est installé à l'Élysée, installé autour d'Emmanuel Macron, je ne nie absolument pas qu'Emmanuel Macron soit un leader de charme absolument fantastique, qu'il se promène dans les rues des capitales africaines ou des villes de France avec énormément de talent, de capacité d'accueil. Je dis d'ailleurs que le général de Gaulle, dont personne n'a dit que c'était le modèle absolu de partage du pouvoir en 25, eh bien le général de Gaulle avait également des bains de foule, des contacts, les foules criaient en Algérie « Abat de Gaulle, Algérie française », il fonçait dans la foule et il serrait toutes les mains, ignorant tous les dangers et créant aussi cette relation. Donc il ne faut pas confondre les deux choses.
Emmanuel Macron est un formidable leader, simplement il est l'héritier de la Ve République, et ce que j'ai voulu dire, c'est que les mécanismes de création de sa majorité créaient un pouvoir encore plus déséquilibré. Et la deuxième chose, je trouve que Lionel confirme tout à fait ma thèse quand il évoque, dans des termes assez voisins de ceux que j'avais employés, la concertation de Muriel Pénicaud avec les syndicats. Je crois que c'est précisément le problème. Aujourd'hui, on a des relations qui se sont établies assez positives, assez intelligentes, avec toute une France des acteurs économiques et sociaux, mais le Parlement, et ce n'est pas de la faute de Macron, mais le Parlement est complètement en arrière de la main, il est marginalisé, et je le vis personnellement de façon très nette, et je crois que ce qu'a dit Nicolas à l'instant est tout à fait juste. Faire une réforme destinée à augmenter les pouvoirs du Parlement en commençant par refuser au Parlement de se prononcer sur cette réforme, c'est assez singulier. Je vous remercie, l'heure a sonné, largement sonné, de notre dernière séquence, la séquence des brèves, où chacun recommande telle lecture, tel spectacle, ou simplement évoque une mémoire. C'est ce que je ferai en évoquant la mémoire de Jean-Claude Lattès, qui est disparu récemment. C'était un grand éditeur. Je veux dire par là que c'était quelqu'un qui avait eu d'abord le courage de créer sa propre maison d'édition, et quelqu'un qui avait eu le courage, si je puis oser ce paradoxe, mais qui avait eu le courage d'avoir du succès. Ce qui lui a été constamment reproché, d'avoir publié des best-sellers, le disqualifier comme éditeur. Chacun sait que les grands éditeurs, ceux qui sont des éditeurs historiques, répugnent à l'idée de vendre leurs livres et que sont absolument dégoûtés dès qu'un livre dépasse les 300 exemplaires dans les librairies. Mais Jean-Claude Lattès était aussi un éditeur exigeant, d'abord parce qu'il ne publiait pas n'importe quelle littérature populaire, et puis aussi parce qu'il avait, en plus de ce qu'il avait fait connaître, il avait publié nombre de livres érudits et savants, et il était lui-même devenu un érudit et un savant, en plus d'être un homme extrêmement simple, attentif et chaleureux. Jean-Louis Bourlange. Oui, là, moi j'ai oublié le livre que je voulais recommander, donc je ne peux pas donner les indications tout à fait exactes. On les mettra sur le site, bien entendu. Ensuite, en prolongement de ce qu'on a dit, recommander le livre que vient de publier le CEVIPOF, Sciences Po, sur ce qu'ils appellent le vote disruptif, c'est-à-dire les épisodes électoraux de l'année dernière qui nous permettent d'avoir un jugement extrêmement éclairé, nourri, documenté sur ces événements colossaux qui ont abouti en quelques semaines à une modification totale de notre système politique et à un renouvellement encore incertain, mais tout à fait fondamental de notre vie démocratique et de l'exercice du pouvoir. Nicolas Bavrez. Voilà, c'est fini. J'ai réussi à trouver un angle, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai un moment d'hésitation. C'est un métier, parce qu'il faut trouver le moment où Jean-Louis a besoin de reprendre son souffle. Nicolas Bavrez, mais c'est rare, il a une capacité pulmonaire qui me détruit complètement. On a parlé de l'agenda 2018 très chargé. Alors, il est d'autant plus chargé qu'il y a un autre dossier qui est celui de l'islam qui devrait occuper donc les pouvoirs publics français. Et je voulais recommander un livre qui inspire largement ce qui devrait être fait, qui est le livre d'Hakim El-Karoui, L'islam, une religion française, publié par le débat Gallimard. On y trouve trois choses. D'abord, une étude sur la communauté musulmane en France, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés là-dessus. Donc, sur le fait elle compte à peu près 5 millions de membres et qu'elle est en fait extrêmement diverse. Également, une analyse sur les causes et les conséquences de la montée de l'islamisme et des propositions pour essayer de l'endiguer avec la création d'une fondation et la création d'un islam de France. Et ce livre a l'intérêt aussi visiblement d'inspirer l'Élysée et particulièrement celui qui est à sa tête, Emmanuel Macron Jupiter. Lionel Zinsou. Oui, donc dans l'esprit d'ouverture que j'ai manifesté en ne réagissant pas violemment aux assauts de Jean-Louis, je vais recommander un livre que je n'aime pas, mais je pense qu'il est important de lire un peu les points de vue qui s'expriment. Stephen Smith, qui est un journaliste américain, mais de pratique française et francophone, après avoir écrit un livre qui était très dépréciatif sur la situation de l'Afrique
et qui accusait les amis de l'Afrique d'être ceux qui l'enterraient, qui s'appelait Négrologie, refait un livre qui s'appelle Ruée vers l'Europe, et qui est un peu l'expression quintessentielle de cette espèce de nouveau péril jaune terrible, de la ruée possible à cause de problèmes démographiques insurmontés, de toute la misère de l'Afrique vers l'Europe demain. Donc ruée sur l'Europe, une analyse démographique dont on sent qu'elle n'est pas faite par un démographe, mais un homme qui connaît bien l'Afrique, qui l'a beaucoup parcouru et qui donc est un maître des apparences sur l'Afrique. La ruée sur l'Europe pour le caractère sain du débat public, c'est-à-dire voir ce qu'il y a peut-être de plus ignorant de l'Afrique de demain, mais en même temps qui est une très très bonne quintessence des préjugés sur ce continent. Voilà un compliment comme on aimerait en recevoir soi-même plus souvent, Lucille Schmid. Alors moi, je vais recommander deux livres, mais très rapidement. 2 romans. D'abord parce que comme je travaille beaucoup sur les questions écologiques, j'ai lu un roman formidable qui s'appelle La Fonte des glaces, qui est paru chez l'éditeur POL, et qui raconte une histoire loufoque d'un ancien charcutier à la retraite qui tombe amoureux d'un manchon empereur empaillé et qui du coup fait le tour du monde, qui va dans l'Antarctique, dans l'Arctique, et qui finit en espèce de trader d'eau issue de la fonte des glaces. Et je trouve que c'est une manière excellente de comprendre le réchauffement climatique en s'amusant. Ça, je pense que c'est un truc important. Et la deuxième chose, c'est le livre d'un auteur, un jeune auteur, mais néanmoins pas si jeune par l'âge, parce qu'on peut écrire à tout âge, Camille Guichard, qui a écrit un roman qui s'appelle Pique-Nique, et qui en fait revient sur l'année 62, Emmanuel Macron avait été ennuyé pendant sa campagne sur l'Algérie, qui revient sur cette année si fondamentale pour la France où De Gaulle termine la guerre d'Algérie, et qui raconte ça à partir des émois d'un adolescent dans une forêt. Donc j'espère que vous aurez envie de le lire. Je vous remercie. Le nouvel esprit public est préparé avec Valentin Petit. La création et la maintenance du site est assurée par Nicolas Tourneau. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent nos enregistrements. Laurie Galigani assure celui de ce dimanche et sa mise en ligne avec Christian Sory pour l'école alsacienne. Je remercie le public nombreux, chaleureux, qui nous soutient, et je lui... Merci beaucoup. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants pour le BADA, c'est-à-dire pour le dialogue entre la salle et la tribune. Merci et à tout à l'heure, puis à dimanche prochain.